À la une de cette édition, une explosion dans un camp de réfugiés palestiniens fait plusieurs blessés au Liban. La détonation s'est produite dans un entrepôt d'armes, selon une source militaire, version démentie par un responsable palestinien. Lui assure que le dépôt contenait des bouteilles de gaz. Zeina Antonios nous attend à Beyrouth. Au Maroc, la fermeture des frontières est prolongée jusqu'au 31 décembre devant la menace du variant Omicron. Un nouveau coup dur pour le secteur touristique, déjà sinistré par 2 années de pandémie. Illustration à Marrakech à suivre. Et puis c'est un revers infligé aux défenseurs du droit à l'avortement aux États-Unis. La Cour suprême a refusé de bloquer la loi du Texas, l'une des plus restrictives du pays en matière d'avortement. Elle interdit, je le rappelle, depuis le 1er septembre aux femmes d'avorter après 6 semaines de grossesse. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Il est 9h30 à Paris, 10h30 à Beyrouth, au Liban, où une déflagration s'est produite hier soir dans un camp de réfugiés palestiniens. Il s'agit du camp de Bourj el-Chemali, près de Tyr, dans le sud du pays. L'incendie s'est déclaré dans un entrepôt d'armes, selon l'armée. Information donc démentie par un responsable palestinien. Je vous le disais, lui assure que le dépôt contenait des bouteilles de gaz et d'oxygène. Zeina Antonios est notre correspondante à Beyrouth. Bonjour à vous. Quelles sont, Zeina, les dernières informations dont vous disposez ? Alors, ce que l'on sait, c'est qu'une explosion a eu lieu hier soir vers 21h30, heure locale, dans un camp palestinien près de la ville de Tyr, dans le sud du pays. Les sources militaires parlent, elles, d'une explosion dans un entrepôt d'armes qui appartient au mouvement islamiste Hamas. Effectivement, comme vous venez de le mentionner, le Hamas, lui, a démenti que ce soit un entrepôt d'armes en disant que c'est un entrepôt de bonbonnes d'oxygène. Quoi qu'il en soit, l'explication de l'armée libanaise sur l'entrepôt d'armes a été reprise par l'Agence nationale d'information, qui est l'agence officielle, et donc on parle surtout donc d'explosion dans un entrepôt d'armes. Et ce n'est un secret pour personne que les factions palestiniennes sont toutes armées dans les camps palestiniens au Liban. C'est une des conséquences des accords du Caire en 1969, qui fait que les factions palestiniennes ont gardé les armes et que l'armée n'intervient pas, intervient très peu, très rarement dans certaines conditions à l'intérieur donc de ces camps. Donc pour en revenir à l'explosion, on ne sait pas trop combien de victimes il y a pour l'heure. Certains disent qu'il y aurait une vingtaine entre morts et blessés, mais toujours pas de chiffre officiel, toujours pas non plus d'explication quant à l'origine de cette explosion. Une enquête a été ouverte par les autorités libanaises qui, depuis hier soir, empêchent quiconque d'entrer ou de sortir à l'intérieur de ce camp. Donc les contacts vont bon train entre les autorités libanaises et les factions palestiniennes qui donc gèrent la sécurité à l'intérieur du camp pour comprendre ce qui s'est passé. Mais effectivement, cela relance le débat sur la présence des armes dans ces camps qui échappent à tout contrôle des autorités libanaises. Zeina Antonios en direct de Beyrouth. Merci beaucoup à vous, Zeina, pour vos précisions. C'est un dossier qui empoisonne les relations entre la France et le Royaume-Uni depuis maintenant 11 mois, celui des licences de pêche accordées aux Français dans les eaux britanniques. Paris a fixé un ultimatum à Londres qui s'est terminé hier soir pour régler le litige. Et Paris promet même d'aller au contentieux si nécessaire. Léo Péchard. Le bras de fer continue. Ce vendredi matin, à quelques heures de l'échéance fixée par l'Union européenne pour régler le litige autour des licences de pêche, Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, se veut menaçant à l'encontre des Britanniques. S'ils campent sur leur position, nous demanderons à la Commission européenne, dans le week-end, d'annoncer qu'un contentieux est engagé avec les Britanniques. Ça veut dire qu'il y a une procédure juridique que la Commission européenne ne voulait pas engager avec les Britanniques jusque-là, que maintenant elle prend en compte. Nous lui demanderons de prendre une procédure pour dire aux Britanniques vous ne respectez pas l'accord. Ça veut dire que tous les Européens reconnaissent que les Britanniques ne respectent pas l'accord. Concrètement, une telle procédure permettrait d'engager d'éventuelles sanctions au niveau européen, par exemple des mesures douanières visant les produits britanniques. De son côté, la Commission européenne qui mène les discussions avec le Royaume-Uni l'assure, les négociations finiront bel et bien ce vendredi.
Nos collègues négocient en ce moment même. Ça a été le cas au cours des dernières semaines. Ces pourparlers se sont vraiment intensifiés ces derniers jours et ces dernières semaines. Environ un quart des prises des pêcheurs français proviennent des eaux britanniques. Depuis que le Brexit a remis en cause la libre circulation maritime, les pêcheurs doivent prouver avoir travaillé au large des côtes anglaises durant des périodes bien précises définies par Londres et les îles anglo-normandes. À ce jour, la France a obtenu 1004 licences de pêche. Elle en attend encore 104 supplémentaires. L'Angleterre qui accueille ce week-end à Liverpool une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Objectif affiché, montrer leur unité contre, je cite, les agresseurs mondiaux et discuter notamment de la Russie. Ces manœuvres à la frontière ukrainienne suscitent partout l'inquiétude. 20 ans de prison, c'est la peine à laquelle a été condamnée Rekia Madougou au Bénin. L'ancienne garde des Sceaux et opposante comparaissait devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une instance très décriée au Bénin. Elle avait été arrêtée le 3 mars dernier, peu avant l'élection présidentielle, et a donc été reconnue coupable de complicité d'actes terroristes. Autre image de l'actualité de ce samedi au Burkina Faso. Il aura donc fallu 48 heures pour qu'un nouveau Premier ministre soit nommé, Lassina Zerbo. C'est son nom, ancien responsable onusien chargé de l'interdiction des essais nucléaires. Un homme peu connu des Burkinabés à qui reviendra l'immense tâche de rassembler le pays en proie à une grave crise sécuritaire. Marc Pope. Monsieur Lassina Zerbo est nommé Premier ministre. Il est le nouvel homme fort du Burkina Faso. Lassina Zerbo, ancien responsable onusien chargé de l'interdiction des essais nucléaires, va prendre les rênes du gouvernement dans un contexte extrêmement tendu. Son prédécesseur, Christophe-Joseph Dabiré, a été limogé mercredi pour calmer la colère des habitants qui accusent l'exécutif d'être incapable d'enrayer les attaques djihadistes. Peu connu du grand public, Lassina Zerbo s'est distingué sur la scène internationale en recevant plusieurs prix, dont celui de la diplomatie scientifique. Le président Roch Marc Christian Kaboré fait ainsi de la lutte contre le terrorisme une priorité. En direct à la télévision, il en appelle à l'unité nationale. Nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie, ont besoin de notre soutien. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des filles et des fils de notre nation à consentir l'effort de guerre, chacun en fonction de ses possibilités. Un effort dont les contours restent encore à préciser, mais qui a pour but d'impliquer tous les Burkinabés dans cette guerre. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à des violences récurrentes, attribuées à des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Des attaques qui ont fait au moins 2000 morts et poussé près d'1,5 million d'habitants à fuir. La dernière date du 14 novembre dernier. Des hommes armés ont attaqué un commissariat à Inata dans le nord du pays, faisant au moins 57 morts, dont 53 gendarmes. Je vous le disais en titre, au Maroc, la fermeture des frontières est prolongée au moins jusqu'au 31 décembre pour tenter de lutter contre le variant Omicron du Covid. Une bien mauvaise nouvelle pour le secteur du tourisme, déjà en crise depuis près de 2 ans. À Marrakech, capitale touristique du royaume, les opérateurs comptaient pourtant sur les fêtes de fin d'année pour se relever. Reportage sur place signé Jean-Marie Lemaire avec Charlie Sidbon. Les annulations de séjour tombent en cascade depuis la fermeture des frontières le 29 novembre. Après 2 ans de difficultés, les agences de voyage commençaient tout juste à voir le bout du tunnel. C'est catastrophique avec toutes les annulations, avec la fermeture de l'aérien, avec tout ça, c'est une catastrophe. Voilà, on essaie de survivre, c'est tout. Autre difficulté, les voyagistes versent toujours des arts aux hôtels pour confirmer les réservations, ce qui complique le remboursement des voyages. Les opérateurs craignent de perdre la confiance de leur clientèle. 80% des agents de voyage, ils ont pris de trésorerie parce qu'ils ont donné des avances et les avances jusqu'à maintenant ne sont pas remboursées. Parce que même les hôtels, ils n'ont pas une trésorerie pour rembourser les agents de voyage. Dans l'hôtellerie, 75% des établissements ont cessé leurs activités. Seuls ceux travaillant avec le tourisme local ou accueillant des séminaires arrivent à s'en sortir et éviter la fermeture ou le licenciement de personnel. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on aille plus loin
dans les restrictions. Un couvre-feu serait catastrophique, la fermeture des routes également, enfin, tout ce qui pourrait encore, qu'on a connu par le passé, qui nous enlèverait le peu de clients qui nous restent, c'est-à-dire le marché local, le marché domestique. Marrakech ne vit que par et pour le tourisme, à l'image de la mythique place Jamel Fna, habituellement en effervescence en cette période de fin d'année. À Jamel Fna, il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien. Il n'y a que les locaux de Marrakech qui circulent en ce moment sur la place. Tous les acteurs qui font la réputation de la place sont touchés par la crise. Les chevaux, c'est notre revenu. Si on n'a pas ce revenu, on n'aura rien à manger, ni nous, ni les chevaux. L'activité est en arrêt total, il n'y a rien. Le prolongement de la fermeture des frontières risque d'être fatal pour le secteur. Ça fait 2 ans qu'on tient le coup et si on refait la fermeture au départ, ça va être catastrophe pour nous. Il y aura plusieurs restaurants qui vont fermer, les hôtels aussi, les sociétés de transport qui vont déclarer faillite. Seul espoir pour une reprise de l'activité économique, l'annonce d'une réouverture prochaine des frontières du royaume. Aux États-Unis, à présent, cela fait désormais 100 jours que les femmes texanes n'ont pratiquement plus accès à l'avortement et cela va continuer encore au moins quelques temps. La Cour suprême refuse à nouveau de suspendre la loi du Texas, l'une des plus restrictives du pays qui, je le rappelle, interdit l'IVG au-delà de 6 semaines de grossesse. Ethan Hadji. L'arbitrage tant attendu de la Cour suprême n'a finalement pas eu lieu. Les 9 juges, en majorité conservateurs, ont refusé de suspendre la loi texane sur l'avortement. Ils se contentent d'autoriser les médecins pratiquant l'IVG à recourir aux tribunaux fédéraux pour faire valoir le droit de leurs patientes à avorter. Une procédure judiciaire peu susceptible d'aboutir en pleine grossesse. La décision des sages suscite l'indignation chez les organisations féministes et au sein même de l'administration Biden. Le droit d'une femme à prendre des décisions au sujet de son propre corps n'est pas négociable. Nous allons donc continuer à nous battre pour le droit constitutionnel de toutes les femmes à disposer de leur corps. Depuis le 1er septembre dernier, le Texas, ce vaste État conservateur du sud des États-Unis, interdit l'avortement aux femmes, même en cas d'inceste ou de viol, dès que les battements de cœur de l'embryon sont perceptibles, soit après 6 semaines de grossesse. Or, dans presque 90% des cas, les IVG concernent les grossesses parvenues au-delà de ce délai. Chez les anti-avortements, on salue la décision de la Cour suprême. Nous nous félicitons que la loi du Texas sur les battements de cœur reste en vigueur et sauve les vies de bébés non nés. Saisie une première fois, la Cour suprême avait refusé de bloquer l'entrée en vigueur de la loi, poussant l'administration Biden à la saisir de nouveau le 18 octobre dernier. Une bataille judiciaire à l'œuvre dans d'autres États comme le Mississippi, alors que le droit à l'IVG est pourtant garanti depuis 1973 par l'arrêt Roe v. Wade, tant que le fœtus n'est pas viable vers 22 semaines de grossesse. Tout le Guatemala est en deuil. Ce sont les mots d'Alejandro Giammattei, le président du pays. 3 jours de deuil national vont effectivement être décrétés après la mort de 55 migrants clandestins, en majorité guatémaltèques, et ce, dans un accident de camion au Mexique. Ils voyageaient cachés et entassés dans une remorque. Leur véhicule s'est renversé sur l'autoroute. 105 personnes au moins ont par ailleurs été blessées. C'est une consécration et une victoire pour la liberté de la presse. Un double prix Nobel de la paix a été remis ce vendredi à 2 journalistes, le russe Dmitri Muratov et la philippine Maria Ressa. À cette occasion, la journaliste a lancé une attaque virulente contre les géants technologiques américains, coupables, selon elle, de laisser se déverser, et je cite, une boue toxique sur les réseaux sociaux. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur tous nos réseaux sociaux et sur france24.com. Merci pour votre attention. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24.